On va évoquer le point de vue du métaverse, alors du côté sécurité à présent, avec le général Patrick Perrault de la Gendarmerie nationale. Ça va être l'objet de ma présentation, de vous montrer comment la gendarmerie aborde la question du métavers. Peut-être en préambule, je voudrais remercier Marco Lendi de l'Institut Européen qui m'a accueilli comme expert au sein de cet institut, et puis pour l'accueil. Je voudrais remercier le président de l'IMRED également pour son accueil, bien entendu le président Ginesi, parce que je sais que ce département est une terre d'innovation, une terre notamment dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et la gendarmerie, moi j'ai la chance d'avoir un directeur qui est largement porté sur l'innovation. Pas pour le simple plaisir d'être porté sur l'innovation, mais parce qu'on est face à une délinquance qui est de plus en plus sophistiquée. Donc on fait le grand écart entre la délinquance la plus simple jusqu'à la délinquance, la criminalité la plus sophistiquée. Et mon objectif aujourd'hui, je préfère le dire d'abord, parce que je ne suis pas sûr que ce soit le résultat obtenu à la fin, c'est de vous rassurer. Je crains qu'à la fin, je vais vous inquiéter. Mais sachez que la gendarmerie est très présente sur cette question du métavers, pour répondre à la question que vous avez posée, et parce que c'est un enjeu d'avenir. Plus que de vous apporter des réponses, je vais vous apporter des questions, parce que tout n'est pas résolu dans le métavers. C'est quelque chose d'assez récent. Et donc, même si ça a été rappelé, Second Life date de 2003, donc ça date un petit peu. Donc ce que je vous propose, c'est d'aborder effectivement le côté clair, le côté obscur du métavers, le Dr Jekyll ou le Mr Hyde, ou alors pour les plus récents, la force obscure et la force claire, pour essayer de comprendre effectivement ce qui se cache aussi derrière le métavers. Ça a été dit par le président Ginesi, 1992, le métavers arrive dans la fiction. Et c'est intéressant de voir que Jules Verne avait pensé qu'on allait marcher sur la Lune, et puis il a fallu un certain nombre d'années avant qu'on marche sur la Lune. Là, on a pensé le métavers, et puis de 92 à 2003, eh bien, on a un métavers, même si ce n'était que Second Life, mais c'était déjà assez puissant. Et ce qui m'amuse avec ces dates, cette chronologie, c'est que pour moi, c'était hier. Mais j'en vois dans la salle, pour eux, c'est la préhistoire. Ce qui me vieillit quelque peu. Mais c'est étonnant, enfin, en tout cas, je suis d'une génération qui a vu cette évolution de façon assez considérable. Et là, je vais peut-être inquiéter les plus jeunes, cette évolution ne va être que croissante. Donc quand vous serez à ma place, vous raconterez des choses qui sont encore plus extraordinaires, parce que ça va aller très très vite. Alors aujourd'hui, en 2021, Facebook est devenu Meta. Que vont devenir les métavers dans quelques années? C'est le point d'interrogation. Moi, vous parliez de la question de l'interopérabilité. Moi, j'en suis convaincu. On a un seul Internet. Demain, on aura un grand métavers. Ce qui ne va pas être sans poser quelques difficultés. Quelle est encore l'évolution des métavers? Peut-être avoir une démultiplication des sens dans le métavers. Aujourd'hui, on n'a pas forcément l'odeur. Demain, on aura l'odeur dans le métavers, de façon à être encore plus immergé au sein de ces espaces virtuels. Et puis, on a déjà le toucher également avec les moyens haptiques. Donc je pense que le métavers va tendre vers une immersion encore plus réaliste de notre réel dans le monde virtuel. Est-ce que le métavers va être aussi développé que les réseaux sociaux? Je ne pense pas. Je pense que le métavers va largement se développer, mais vous savez, nous on a ces petits appareils-là qui nous rendent complètement esclaves aujourd'hui. Vous le supprimez à un jeune de 20 ans, il ne sait plus que faire. Moi, c'est un peu pareil aussi maintenant. Et c'est très addict, mais ça ne nous coupe pas du réel. C'est-à-dire, quand vous êtes sur les réseaux sociaux, vous avez toujours votre ouïe, votre regard qui est à proximité du réel. Demain, avec les métavers, vous aurez votre casque, le réel ne sera plus là. Vous serez complètement immergé dans le virtuel. Donc c'est pour ça que je ne pense pas que ce sera aussi étendu que les réseaux sociaux. Par contre, je pense que dans l'entreprise, on pourra se plonger dans les métavers de façon domestique. On pourra se plonger dans les métavers. Je ne pense pas qu'on en aura une utilisation aussi fréquente qu'on a les réseaux sociaux. Mais là, peut-être que je me trompe. Comme je vous le disais, je vous apporterai plus de questions que de réponses. Mes deux intervenants précédents ont parlé du métavers de façon assez remarquable, mais c'est assez difficile de savoir ce qu'est le métavers. Certains, j'ai souligné en gras quelques éléments dans ces trois définitions. Certains l'apparentent plutôt à un jeu. Si on l'apparente à un jeu, les questions que j'aborderai peut-être un peu plus tard deviennent un peu caduques, puisque dans le jeu, on a le droit de tuer. Est-ce que dans le métavers, on aura le droit de tuer? C'est une question. Et je trouve que les jeux où on tue ont un peu trop de succès.
et sont aussi assez addictifs, donc c'est assez curieux. On a une définition qui nous dit qu'on va évoluer et interagir comme dans la vie réelle. Alors ça veut dire quoi? On a compris qu'il y aura une économie dans le métavers. Mais si on est comme dans la vie réelle, il n'y a pas que le côté clair, il y a aussi la délinquance, la criminalité, donc elle risque aussi d'apparaître dans le métavers. Ce qui est rassurant pour nous, parce que du coup, il n'y aura pas de chômage ou de difficulté d'emploi. On a quand même une certaine pérennité dans notre emploi. Et la dernière définition apporte la notion de représentation virtuelle de nous-mêmes, des avatars. Et là, ça pose la question de l'identité. Qui sommes-nous dans le monde réel? Qui sommes-nous dans le monde virtuel? Est-ce que c'est la même personne? Donc on l'abordera également sous un certain nombre d'aspects. Ce que je vous propose, c'est d'aborder le côté plutôt Dr Jekyll et les aspects plutôt positifs du métavers. Et notamment pour la gendarmerie, à quoi on pense aujourd'hui, et je pense que c'est comme un certain nombre d'entreprises, c'est utiliser le métavers à des fins de recrutement. Pourquoi? Parce que on ne va pas passer, nous, les entretiens de recrutement, parce qu'on n'a pas d'entretien de recrutement à proprement parler, on a un concours. En revanche, c'est intéressant d'avoir des métavers pour que les gens, avant de venir, se plongent dans l'activité de la gendarmerie, découvrent la gendarmerie. Comme ça, ils n'arrivent pas sans connaître la gendarmerie nationale et la diversité de ses métiers. Et donc ça peut attirer aussi. C'est un aspect marketing, un aspect de promotion. Donc on pense là-dessus. On pense aussi à l'organisation de nos examens. Pourquoi ne pas organiser les examens au sein des métavers? Parce qu'aujourd'hui, vous le voyez sur la diapositive, mais ils sont sur une table en train d'écrire. Hein. On est toujours au papier et au stylo. Pourquoi pas demain les mettre dans le métavers et de voir comment ils interagissent? Parce que on mesurera, je l'évoquerai aussi tout à l'heure, mais ce qu'on appelle les hard skills, le savoir-faire. Il est peut-être aussi intéressant dans un métier comme le mien de mesurer les soft skills, le savoir-être, parce qu'on est confronté à des situations qui sont parfois assez dramatiques, assez compliquées, à laquelle l'école ne nous forme pas toujours. Parce que la confrontation au réel est parfois difficile. On pense au métavers également dans notre organisation. Dans le domaine des ressources humaines, j'ai parlé du recrutement, mais il y a aussi, j'évoquais les soft skills, c'est un point important pour nous, parce que le savoir-faire, il est validé par un diplôme, il est validé par un cursus. Le savoir-être, il est déclaratif. Quand vous cherchez quelqu'un qui est capable d'infiltrer des black blocs, ou ce type de personne, et que c'est un gendarme, moi, vous me mettez au sein des black blocs, je pense que je suis reconnu dans les 30 secondes. Donc il faut quand même avoir des compétences qui sont peut-être pas celles du gendarme classique. Donc c'est peut-être intéressant d'évaluer ces compétences, un peu rebelles, les math skills, dans le métavers. Quand on a quelqu'un qui déclare être un très bon négociateur, est-ce qu'on peut lui faire confiance? Est-ce que lui-même a conscience de à quoi il sera confronté en termes de négociation quand il sera face à un forcené? C'est peut-être intéressant pour nous d'évaluer, avant de le mettre sur la scène réelle, comment il agira en matière de négociation dans le monde immersif. Après, des aspects très concrets, on est logé par nécessité absolue de service. Moi, je déménage à peu près tous les 3-4 ans. On se pose toujours la question, mais où on va tomber? On est dans des maisons de 120, 160 mètres carrés, puis on se retrouve dans des appartements en région parisienne qui vont de 60 à 90, 100 mètres carrés. Votre mobilier, il n'est pas élastique. Donc c'est peut-être pas mal, là aussi, de proposer une immersion dans un métavers sur l'aspect immobilier. Donc on est vraiment sur des choses très concrètes, très pratiques, dans lesquelles le métavers pourrait nous rendre des services assez importants. L'instruction, la formation est également un point assez crucial. On est exposé à des choses qui sont parfois difficiles. On a besoin parfois de pousser nos personnels jusqu'au bout de leurs limites. On a des unités d'intervention comme le GIGN, vaut mieux qu'ils s'entraînent dans le réel, parce que ils vont aller assez loin dans leurs interventions. Mais on a des unités d'intervention intermédiaire, peut-être qu'on n'a pas besoin dans le réel de les pousser aussi loin. Mais par contre, de voir leur réaction dans un monde immersif, ça peut être intéressant pour nous. Parce que si jamais à un moment le réel, ça déborde, ça va plus loin que ce qu'on avait prévu,
potentiellement on saura comment ils réagiront. Et ça permet nous aussi de mieux les protéger psychologiquement sur les missions qui pourraient être les leurs. Et je crois que c'est important parce que cette formation, aujourd'hui, on est en train de travailler sur ces mondes immersifs au niveau de l'école de formation des officiers de la gendarmerie pour dérouler des scénarios et voir comment effectivement ils agissent individuellement, ils agissent en groupe. Donc là aussi, c'est une utilisation du métavers qui peut être particulièrement intéressante pour nous. L'entraînement opérationnel et les retours d'expérience. Quand on a des maintiens de l'ordre durs, c'est bien de pouvoir le simuler dans le métavers, même a posteriori, pour voir si on a agi comme il fallait, s'il aurait fallu agir différemment. Vous savez, face à une situation de crise, il n'y a pas une réponse. Il y a potentiellement plusieurs réponses. La réponse qu'on choisit peut avoir résolu le problème, mais peut-être qu'il y avait des réponses qu'on aurait pu également envisager. Le métavers va nous permettre d'envisager d'autres possibilités. Si on doit évacuer Notre-Dame-des-Landes, c'est fait, hein, je vous rassure. On peut le jouer avant, parce que c'est un terrain qu'on connaît parfaitement. Ça faisait un certain nombre d'années qu'on y était. On peut jouer dans le métavers et voir comment gérer cette évacuation au mieux pour les occupants du site, de façon à ce qu'il n'y ait pas de dommages collatéraux, et pour nos forces, de façon à ce qu'il n'y ait pas de blessés dans la mesure du possible, et puis que l'évacuation de Notre-Dame-des-Landes se passe au mieux. Et là aussi, on a toujours cette notion de à la fois protéger le manifestant, protéger l'occupant. Ça peut être dans des squats, ça peut être dans des interventions un peu sensibles, et protéger les gendarmes lors de leurs interventions. Donc je crois que c'est intéressant de pouvoir s'immerger dans ces mondes, et de là aussi pousser psychologiquement. Vous savez, quand vous êtes avec votre casque, pour l'avoir été quand j'étais un peu plus jeune, face à une foule qui est assez haineuse, face à des gens, là je l'ai fait même assez récemment, qui vous balancent des pavés comme il faut savoir comment réagir. Et quand on vous dit de ne pas bouger, il faut avoir la force de ne pas bouger. Et ça, c'est bien de le simuler pour voir effectivement comment réagissent nos personnels sur ces sujets. La reconstitution des scènes de crime, ça a été dit un peu tout à l'heure, cet aspect-là. Pour nous, c'est intéressant. Aujourd'hui, on modélise les scènes de crime en trois dimensions, mais on a un temps de latence qui est parfois un peu lent, et on ne peut pas forcément jouer tous les scénarios qu'on souhaiterait jouer pour essayer de comprendre la scène de crime. Et on a des éléments extrêmement intéressants pour construire notre métavers. Là, vous avez des traces de sang sur un mur. La trace de sang, ça vous donne une trajectoire, ça vous donne potentiellement le nombre d'armes qui ont été utilisées, ça vous donne potentiellement le nombre d'auteurs qui ont été présents sur la scène de crime. Et pour nous, de reconstituer ça, ça va limiter le champ des hypothèses sur la façon dont s'est déroulée la scène de crime. Et là, c'est encore un atout considérable pour les enquêteurs. Et il y a quelque chose qui est intéressant aussi, c'est que la scène de crime, à un moment, elle disparaît, fort heureusement. On nettoie la scène de crime de façon à rendre l'appartement, à rendre la maison où le fait s'est commis. Une fois que c'est construit dans le métavers, on peut rejouer les différents scénarios à plusieurs reprises pour essayer de dérouler des différentes hypothèses. Alors ça, c'est pour les applications plutôt utiles à la gendarmerie nationale. Hein, et dans notre formation, dans nos enquêtes judiciaires, il y a quelque chose que je n'ai pas mentionné, parce qu'aujourd'hui, on se pose la question de est-ce qu'il faut être présent de façon répressive dans les métavers? Est-ce qu'il dans le monde réel, on est une force de protection, pas de surveillance, de protection. La surveillance des personnes ne m'intéresse pas, on cherche à protéger les personnes. Dans le métavers, est-ce qu'on doit aussi être une force de protection et donc réprimer un certain nombre d'infractions qui auraient lieu dans le métavers? Est-ce que c'est possible de commettre une infraction dans le métavers? C'est les questions qu'on se pose aujourd'hui, c'est les questions que le droit doit se poser aujourd'hui. Et donc, on est plutôt sur l'idée qu'effectivement, il faudra que la gendarmerie, vous savez, la gendarmerie, elle est très présente sur le cyberespace, elle est très présente dans le monde réel. Et je pense que le métavers, c'est le troisième espace, c'est un espace immersif, qui est un peu entre le monde réel et le monde cyber. Je ne crois pas qu'on pourra en être absent. Donc il faut aussi là commencer à se poser les questions pour être présent dans ces espaces, et on ne pourra pas être présent dans tous les espaces. Mais typiquement, on pourra l'être dans quelques métavers. Et ces métavers
seront des zones où vous pourrez aller, vos enfants pourront aller, et vous saurez, parce qu'on le déclarera, qu'il y a une force de sécurité qui est là potentiellement pour protéger les avatars. Qu'est-ce qu'il adviendra lorsque le métavers sera universel et que tous les métavers seront regroupés en un? Là, ce sera un autre sujet. Je ne sais pas encore comment on fera. Je pense qu'on fera comme on fait sur Internet. C'est-à-dire qu'on peut être présent, mais surtout on est en... J'ai dit qu'on ne surveillait pas, mais là en l'occurrence on surveille certains chats, parce qu'il y a beaucoup de pédophilie sur des chats de mineurs, donc on est sur les chats de mineurs aussi pour les surveiller. Alors sur le côté plus obscur, on a la question de l'identité numérique. Je l'ai évoqué, quelle identité on a dans le métavers? Qui êtes-vous dans le métavers? J'ai discuté l'autre jour avec une personne qui souffrait de nombreux handicaps, a été sur une chaise, et elle voulait que son avatar, ce soit quelqu'un de plutôt fort, quelqu'un qui n'est pas handicapé. Est-ce que c'est elle? Sans doute que oui, dans le caractère. Sans doute que oui, dans le comportement. Non, dans l'aspect physique. Donc est-ce qu'on est identifié dans un métavers par notre comportement? Est-ce qu'on est identifié par nos attitudes? Est-ce qu'on est identifié par notre physique? Est-ce que je crée un avatar qui me ressemble? Est-ce que c'est une donnée à caractère personnel? Toutes ces questions, on n'a pas encore complètement de réponse. Ce que je peux dire, c'est que ce n'est pas des données biométriques, parce que ce n'est pas rattaché à mon vivant. Mais en tout cas, c'est certainement des données à caractère personnel, parce qu'il y a une projection de nous dans le métavers. La question des groupes terroristes, la question de la propagande dans les métavers, on parlait de Second Life tout à l'heure. Aujourd'hui, Second Life existe encore, et il y a énormément dans les délinquances sexuelles. Il y a eu pas mal de groupes extrémistes qui, à une époque, se retrouvaient sur Second Life. On peut répéter des attentats dans un métavers. On peut jouer des scénarios. On peut se créer son propre métavers pour jouer un scénario d'acte terroriste dans ces espaces. Et on peut faire de la propagande. Les sociétés peuvent faire du marketing. Pourquoi est-ce que les groupes extrémistes ne pourraient pas faire de propagande? Qui va les interdire? Est-ce que le droit va les interdire? Alors, il y aura des modérateurs. Meta va peut-être être modérateur, je crois qu'ils ne le sont pas encore. Certains seront modérateurs, mais les modérateurs me gênent aussi, parce que l'infraction, elle est commise. Elle n'est pas diffusée, parce que le modérateur l'a filtrée, mais l'infraction, elle est commise. Celui qui lance une propagande nazie sur un réseau social aujourd'hui, et qui est coupé, et on l'extrait, c'est très bien, parce que ça évite que ce soit diffusé. Mais pour nous, ça nous empêche de savoir qu'une personne a commis une infraction, et la matérialité de l'infraction. Donc ça interroge là aussi de savoir qui sera le modérateur de ces réseaux. J'ai évoqué la criminalité sexuelle. Alors je vais prendre un exemple, outre celui qui est écrit. Deux exemples. Il y a la problématique des mineurs. Les mineurs dans les métavers. Moi, je peux créer mon moi qui a 5 ans ou qui a 10 ans. Je ne suis pas obligé de créer mon moi d'aujourd'hui. Donc qui est capable de dire qu'il y a derrière l'avatar? Les avances qu'il va y avoir potentiellement entre des mineurs. Est-ce qu'il y a un adulte qui est derrière un mineur? Donc ça, c'est des enjeux de sécurité pour nous. Et je vais vous prendre l'exemple d'une femme qui a déposé plainte pour agression sexuelle dans un métavers, parce qu'elle utilisait des moyens haptiques, et son beau-frère également, c'est aux États-Unis. Son beau-frère avait également les moyens haptiques, et son beau-frère a commis des attouchements sexuels sur cette personne, et un peu plus, il l'a poursuivi, etc. Enfin, et en fait, parce qu'il y avait des moyens haptiques, elle a eu la sensation du toucher sur elle-même. Donc c'est une forme d'agression sexuelle. Mais la personne ne l'a pas touché, il a touché son avatar. Mais elle l'a ressenti dans le monde réel. Débrouillez-vous avec ça. C'est pas forcément simple. Pour vous débrouiller avec ça, vous avez au moins 2 heures. Je pense que les tribunaux auront fort à faire sur le sujet. Et la difficulté, c'est que tous ces sujets avancent beaucoup plus vite que le code pénal. Donc il va falloir qu'on arrive à trouver des formulations d'infractions suffisamment génériques pour embrasser toutes ces infractions. Et ce n'est pas anodin, parce que véritablement, ça protège. Enfin, nos jeunes vont aller sur les métavers bien avant nous. Hein.
Les jeunes qui ont 20 ans dans la salle, vous êtes assez fiers parce que vous êtes jeunes. Mais les métavers, c'est même pas pour vous. Vous êtes déjà dépassés. Les métavers, c'est pour ceux qui ont 5-10 ans aujourd'hui. Et eux, ils vont y aller. Et j'espère que ça ne fera pas des no-life, mais vous savez, les gens qui sont complètement addicts. Mais eux, ça fera certainement partie de leur quotidien. 1 heure dans le métavers en 2026, je crois, c'est ce qui a été dit tout à l'heure. Il est possible que ce soit un peu plus tard. Les atteintes aux biens. Pourquoi il y aura des vols de biens dans le métavers? Parce qu'il y a des NFT, donc qui permettent d'authentifier une œuvre, et parce qu'il y a des crypto-monnaies. Donc comme il y a de l'argent, comme il y a de l'authenticité, il y aura des criminels dans les métavers. Et charge à nous, effectivement, de les surveiller, de protéger potentiellement ceux qui auront le plus de richesse. Il y aura de la délinquance économique, ça on n'en a pas de doute non plus. Il y aura potentiellement du blanchiment d'argent. Il y aura un certain nombre d'infractions qui pourront être commises sur ces métavers. J'avais dit que j'allais vous rassurer, hein, donc c'est quand même l'objectif. On est bien rassuré. Vous êtes rassurés. Et je vais arriver à la fin de mon propos, c'est la notion de gouvernance qui pour nous est essentielle. J'étais avec Antoine Borde il y a peu de temps, qui est en charge de la recherche chez Meta. Pour eux, la gouvernance, c'est eux. Nous, on aimerait bien que ce soit nous. On aimerait bien que ce soit l'État, on aimerait bien que ce soit les départements, nos élus. Quand je dis nous, moi comme force étatique, mais pas nous, gendarmes, c'est aux politiques de prendre ça en main. Et il est heureux de voir ici que le monde politique a pris le sujet à bras-le-corps, parce que c'est un vrai sujet, la gouvernance dans ces mondes virtuels. Dès lors qu'on va commencer à passer plus de temps dans le monde virtuel que dans le monde réel, c'est peut-être bien d'être protégé par une gouvernance qui est plutôt raisonnable, parce qu'aujourd'hui, on a de multiples métavers. Voilà, j'ai à peu près respecté le temps qui m'était imparti. Il faut rester optimiste, bien entendu, sur le métavers. Est-ce qu'on va y aller? Oui, on va y aller. Et non, il ne faut pas le freiner. Enfin, ça fait partie de l'évolution. À l'âge que j'ai, je ne vais pas commencer à dire qu'il faut freiner l'évolution, surtout que j'aime plutôt ça, l'innovation et l'évolution. Mais ce qu'il faut surtout, c'est que on ne soit pas dépendant des géants du numérique qui gouverneraient ces espaces à notre détriment. On est très attentif à la donnée personnelle traitée par les gendarmes, traitée par l'État. Mais en réalité, est-ce qu'il y en a un ici qui ne donne pas tous les jours ses données à Google? Est-ce qu'on est vraiment si attentif que ça sur nos données à caractère personnel? Et pourquoi on donne nos données à... Alors je dis Google, je vais dire aussi Baidu, et puis Alibaba, et puis Amazon. Pourquoi on leur donne nos données? Parce qu'ils nous rendent service. Et en fait, on n'est pas très attentif à nos données à caractère personnel. Un petit service, une information qu'ils nous donnent, et puis on leur donne nos données à caractère personnel. Et n'allons pas dire qu'on sait ce qu'ils en font, on ne sait pas ce qu'ils en font. Et nous, État, ce qu'il faudrait qu'on arrive à expliquer aux citoyens, c'est que si on a besoin de ces données à caractère personnel, c'est pour le protéger. C'est un service qu'on lui rend. Mais ça, c'est, je pense, un long débat qu'on va avoir dans les années à venir sur ces sujets. Mais sachez qu'on est très attentif à la problématique des données à caractère personnel et très attentif à la liberté collective des populations. Voilà. Merci à vous tous. Merci beaucoup, Général.